So each one we had a little home in a way, À 60 ans passés, Juliette Binoche n'a plus rien à prouver. Elle a traversé le cinéma européen et américain sans jamais se trahir. Oscar, César, prix d'interprétation dans les plus grands festivals. Pourtant, ce n'est pas le palmarès qui définit sa trajectoire. Ce qui distingue Juliette Binoche, c'est sa fidélité à une certaine idée de l'art, une idée exigeante, parfois inconfortable, toujours sincère. Elle a refusé les rôles faciles, les compromis trop visibles, les chemins tout tracés vers une gloire confortable. À chaque étape, elle a choisi le risque plutôt que la sécurité. Mais aucune carrière ne se construit seule. Derrière ses silences à l'écran, derrière ses personnages blessés ou lumineux, il y a des rencontres décisives, des artistes qui l'ont marqué profondément, des figures qui ont influencé sa manière de travailler, de douter, de résister. 5 noms qu'elle évoque non pas avec admiration superficielle, mais avec un respect presque intime. Car Juliette Binoche ne distribue pas l'éloge. Elle observe, elle écoute, elle apprend. Et lorsqu'elle parle de ceux qu'elle respecte, ce sont toujours des créateurs qui ont changé sa façon de voir le cinéma. Quels artistes ont façonné la carrière de Juliette Binoche et quel nom vous surprendrait le plus? Avant de passer à la liste, il nous faut savoir qui était vraiment Juliette Binoche. Née en 1964 à Paris, Juliette Binoche grandit dans un univers où l'art n'est pas un décor, mais une nécessité. Son père est metteur en scène, sa mère comédienne et professeure d'art dramatique. Très tôt, elle comprend que jouer n'est pas un moyen de briller, mais une manière d'exister. Adolescente, elle s'inscrit au conservatoire. Elle ne possède pas encore cette aura mystérieuse que le public découvrira plus tard. Elle doute beaucoup. Elle cherche sa place. Elle enchaîne les petits rôles, les apparitions discrètes, les expériences qui forgent le regard plutôt que la célébrité. Le véritable tournant arrive au milieu des années 80, lorsqu'elle rencontre André Téchiné pour le film Rendez-vous. Ce rôle la propulse soudain au centre du cinéma français. Mais le succès ne la transforme pas en vedette conventionnelle. Au contraire, il renforce son exigence. Elle comprend que chaque choix comptera. Dans les années 90, sa collaboration avec Krzysztof Kieślowski dans Three Colors, Blue marque un moment décisif. Son interprétation bouleversante la place parmi les actrices les plus respectées d'Europe. Puis vient Hollywood avec The English Patient, qui lui vaut l'Oscar. Une consécration mondiale. Mais là encore, elle refuse de se laisser absorber par le système. Elle revient sans cesse au cinéma d'auteur, aux projets plus fragiles, plus risqués. Elle choisit la complexité plutôt que la facilité. Elle privilégie la vérité émotionnelle à la stratégie de carrière. Ce parcours révèle une constante. Juliette Binoche ne cherche pas à dominer l'écran. Elle cherche à le comprendre. Elle ne veut pas être admirée. Elle veut être juste. Et c'est précisément pour cela que les artistes qu'elle respecte ne sont pas choisis au hasard. Ils incarnent chacun une valeur fondamentale qui l'a guidée tout au long de sa vie artistique. Numéro 5. André Téchiné. Lorsque Juliette Binoche évoque ses débuts, un nom revient toujours avec gravité. Celui d'André Téchiné. Non pas comme une simple étape de carrière, mais comme un passage initiatique. Au milieu des années 80, le cinéma français traverse une période de transition. L'héritage de la nouvelle vague est encore présent, mais une nouvelle génération cherche sa voie. Téchiné, lui, impose déjà un style singulier. Sensible, intense, profondément psychologique, il ne filme pas des intrigues, il filme des êtres en déséquilibre. C'est dans ce contexte qu'il choisit la jeune Binoche pour Rendez-vous. Elle n'est pas encore une star. Elle n'a pas encore cette reconnaissance internationale. Mais Téchiné voit en elle quelque chose de brut, presque fragile. Il ne la protège pas. Il ne la guide pas avec douceur. Il la pousse. Sur le plateau, il exige une vérité totale. Pas de gestes décoratifs. Pas d'émotions simulées. Il demande qu'elle accepte l'inconfort, qu'elle se confronte à ses propres failles. Pour une jeune actrice, l'expérience est vertigineuse.
Mais c'est précisément ce vertige qui la transforme. Téchiné ne cherche pas à fabriquer une image, il cherche à révéler une intensité intérieure. Et Juliette Binoche comprend très vite que cette rigueur est un cadeau. Il ne lui offre pas la facilité, il lui offre une responsabilité. Le film marque les esprits. Cannes découvre son visage. Le public découvre son regard. Mais derrière cette révélation publique, il y a une leçon plus profonde. Téchiné lui apprend que le cinéma n'est pas un espace de séduction, mais un espace de vérité. Ce qu'elle respecte chez lui, ce n'est pas seulement le talent du metteur en scène, c'est sa fidélité à une vision. Il ne cède pas aux modes. Il ne cherche pas à flatter. Il reste fidèle à une exigence artistique qui peut parfois déranger. Pour Binoche, cette rencontre fonde tout le reste. Elle comprend que chaque rôle devra être une prise de risque, que la facilité affaiblit, que l'inconfort fait grandir. Dans les années suivantes, alors que sa carrière prend une dimension internationale, elle garde cette leçon en mémoire. Ne jamais tricher, ne jamais jouer pour plaire, toujours chercher le point fragile, celui qui fait trembler la scène. André Téchiné représente pour elle la naissance d'une conscience artistique. Celui qui a cru en elle avant que le monde ne le fasse. Celui qui a vu non pas une actrice prometteuse, mais une interprète capable de profondeur. Et c'est pour cela qu'elle lui accorde une place particulière. Numéro 4. Krzysztof Kieślowski. Au début des années 90, Juliette Binoche est déjà reconnue en France. Mais c'est une rencontre européenne qui va transformer sa trajectoire en profondeur. Celle avec Krzysztof Kieślowski. Le cinéaste polonais n'est pas un réalisateur ordinaire. Il filme les silences, les zones d'ombre, les douleurs invisibles. Son cinéma ne cherche pas les faits. Il cherche l'essence. Lorsqu'il prépare Three Colors, Blue, il a besoin d'une actrice capable d'exprimer le deuil sans le déclarer, la souffrance sans la théâtraliser. Binoche accepte le rôle de Julie, une femme qui perd mari et enfant dans un accident et tente de se reconstruire dans un silence presque absolu. Ce personnage exige une retenue extrême. Pas de grands éclats, pas de démonstration. Tout passe par un regard, une respiration, une immobilité. Sur le plateau, Kieślowski travaille dans une concentration presque ascétique. Il parle peu. Il observe beaucoup. Il ne donne pas d'instructions psychologiques détaillées. Il fait confiance à l'intuition. Cette méthode déstabilise d'abord Binoche, habituée à une direction plus verbale. Puis elle comprend. Il ne veut pas contrôler l'émotion. Il veut qu'elle naisse d'elle-même. Ce qu'elle respecte chez lui, c'est cette confiance radicale. Il la considère comme une partenaire, pas comme un instrument. Il lui laisse des espaces, des silences, des zones où l'actrice peut respirer à l'intérieur du personnage. Le résultat est saisissant. Three Colors, Blue devient un film majeur du cinéma européen. Binoche reçoit le prix d'interprétation à Venise. Mais au-delà des récompenses, c'est une transformation intérieure qui s'opère. Kieślowski lui apprend que l'émotion la plus forte est celle qui n'est pas exhibée, que la douleur peut être plus puissante lorsqu'elle est contenue, que le spectateur n'a pas besoin qu'on lui explique ce qu'il ressent. Pour Binoche, cette collaboration est une révélation. Elle découvre un cinéma où le mystère n'est pas un défaut, mais une force, où l'on accepte de ne pas tout comprendre, où l'on laisse le silence parler. Elle a souvent évoqué cette période comme l'une des plus déterminantes de sa vie artistique. Non pas parce qu'elle l'a rendue célèbre, mais parce qu'elle l'a rendue plus libre, plus subtile, plus consciente de la puissance du non-dit. Kieślowski représente pour elle l'exigence intellectuelle, une manière de penser le cinéma comme une méditation sur la condition humaine. Pas un divertissement, pas un spectacle, une réflexion. C'est cette profondeur qu'elle admire. Cette capacité à regarder le monde sans simplifier ses contradictions. Cette honnêteté face à la complexité. Avec lui, elle n'a pas seulement interprété un rôle, elle a appris à écouter le silence. Numéro 3, Anthony Minghella.
Lorsque Juliette Binoche arrive sur le tournage de The English Patient, elle entre dans un autre monde, Hollywood. Des moyens considérables, une production internationale, une pression médiatique bien plus intense que tout ce qu'elle a connu auparavant. Anthony Minghella dirige le projet avec une précision presque musicale. Il ne cherche pas à faire un simple film romantique. Il veut créer une fresque, un récit d'amour et de perte qui traverse le temps et la mémoire. Pour le rôle d'Anna, l'infirmière marquée par la guerre, il choisit Binoche pour sa capacité à suggérer plus qu'à démontrer. Le tournage est exigeant. Les paysages du désert, la dimension épique du film, la présence d'acteurs venus d'horizons différents. Tout pourrait transformer l'expérience en spectacle. Mais Minghella veille à ce que l'intimité des personnages reste au centre. Ce que Juliette Binoche respecte profondément chez lui, c'est cette délicatesse. Dans un environnement où la machine hollywoodienne peut facilement écraser la subtilité, il protège la fragilité de ses acteurs. Il défend la profondeur psychologique de ses personnages féminins. Il ne les réduit jamais à des figures décoratives. Minghella accorde du temps, il écoute. Il ajuste les scènes en fonction de ce qui naît sur le plateau. Il cherche la sincérité, même au cœur d'un film d'envergure mondiale. Cette attitude rassure Binoche. Elle comprend qu'elle peut rester fidèle à son exigence intérieure, même dans une production internationale. Le succès est immense. Le film triomphe aux Oscars. Juliette Binoche reçoit la statuette pour le meilleur second rôle féminin. Un moment historique. Une reconnaissance mondiale. Mais ce qui la marque le plus, ce n'est pas la récompense. C'est la manière dont Minghella a dirigé l'ensemble. Sans arrogance, sans brutalité. Avec une forme de douceur ferme qui permet aux acteurs de donner le meilleur d'eux-mêmes. Elle admire chez lui la capacité à concilier ambition et humanité. À raconter une grande histoire sans sacrifier la vérité émotionnelle. À maintenir une élégance constante dans la mise en scène. Dans un milieu où le succès peut vite devenir une obsession, Minghella reste attaché à la qualité du récit, à la cohérence artistique, à la profondeur des relations humaines. Pour Binoche, cette collaboration prouve qu'il est possible d'être reconnu mondialement sans trahir ses valeurs, qu'on peut travailler dans un système puissant tout en restant fidèle à une certaine idée du cinéma. Anthony Minghella représente ainsi pour elle la preuve qu'élégance et exigence peuvent coexister, que l'art peut survivre à l'industrie. Et cette leçon, elle ne l'a jamais oubliée. Numéro 2. Daniel Day-Lewis. À la fin des années 80, Juliette Binoche tourne The Unbearable Lightness of Being. Le film adapté du roman de Milan Kundera est ambitieux, intellectuel, traversée par la tension politique et existentielle. Sur le plateau, elle découvre un acteur dont la réputation la précède déjà. Daniel Day-Lewis. Il est connu pour sa méthode radicale. Il ne quitte jamais son personnage. Il transforme chaque tournage en immersion totale. Là où certains jouent un rôle, lui semble l'habiter jusqu'à l'obsession. Au départ, cette intensité peut déstabiliser. Le contraste entre les cultures de jeu est frappant. Binoche vient d'un cinéma plus instinctif, plus émotionnel. Day-Lewis, lui, travaille avec une précision presque chirurgicale. Chaque geste est pensé. Chaque silence est maîtrisé. Chaque mouvement appartient au personnage, jamais à l'acteur. Mais très vite, elle comprend que cette rigueur n'est pas une démonstration d'ego. C'est une forme d'engagement absolu. Il ne cherche pas à briller. Il cherche à disparaître derrière le rôle. Ce qu'elle respecte profondément chez lui, c'est cette discipline. Cette capacité à se consacrer entièrement à l'art, à accepter l'isolement, la fatigue, l'inconfort pour atteindre une vérité plus profonde. Sur le tournage, il ne s'impose pas, il observe, il écoute. Il reste dans son monde intérieur mais sans arrogance. Il travaille avec une concentration qui force le respect. Pour Binoche, cette rencontre élargit son regard. Elle découvre une autre manière d'aborder le métier, une manière plus radicale,
plus exigeante encore que ce qu'elle connaissait. Elle comprend que le talent ne suffit pas, que le génie, s'il existe, repose sur une discipline invisible, sur un travail souterrain que le public ne voit jamais. Daniel Day-Lewis incarne pour elle cette idée rare, l'acteur comme artisan, pas comme célébrité, pas comme image, mais comme travailleur silencieux, entièrement dévoué à son rôle. Elle n'a jamais cherché à imiter sa méthode, mais elle en a retenu la leçon essentielle, le respect absolu du personnage, l'effacement de soi, l'humilité devant l'œuvre. Dans une industrie où l'exposition médiatique peut devenir une fin en soi, Day-Lewis reste discret. Il choisit ses rôles avec parcimonie. Il disparaît parfois pendant des années. Cette distance nourrit encore davantage l'admiration de Binoche. Ce qu'elle honore chez lui, ce n'est pas seulement le palmarès, ce sont les sacrifices invisibles, l'engagement total, la fidélité à une exigence personnelle qui ne dépend ni des tendances ni des attentes. Avec lui, elle a compris qu'un acteur peut viser la perfection sans jamais perdre sa pudeur. Numéro 1. Jean-Luc Godard. Pour Juliette Binoche, il existe des mentors directs, des partenaires de travail. Et puis, il y a les figures fondatrices. Jean-Luc Godard appartient à cette catégorie. Elle ne parle pas de lui comme d'un collègue. Elle en parle comme d'un pilier, d'un esprit qui a redéfini le cinéma bien avant qu'elle n'y entre. Dans les années 60, Godard bouleverse les codes avec la nouvelle vague. Il casse la narration classique. Il filme la rupture, l'instant, la pensée en mouvement. Il transforme la caméra en outil philosophique. Quand Binoche commence sa carrière, l'ombre de Godard plane encore sur le cinéma français. Son influence est partout, dans la liberté des cadres, dans la fragmentation du récit, dans la possibilité même d'un cinéma d'auteur radical. Ce que Binoche respecte profondément chez lui, c'est son indépendance. Godard n'a jamais cherché à plaire. Il n'a jamais tenté d'adoucir son discours pour séduire un public plus large. Il a suivi sa pensée, parfois au risque de l'isolement. Dans un monde artistique où la tentation du compromis est constante, cette fidélité à soi-même devient un acte presque politique. Godard représente cette intransigeance, cette capacité à dire non, à refuser les attentes. Pour une actrice comme Binoche, qui a souvent navigué entre cinéma d'auteur et production internationale, cette posture est essentielle. Elle lui rappelle que l'art ne doit pas être soumis à la popularité, que la liberté créative a un prix, mais qu'elle est indispensable. Godard n'est pas seulement un réalisateur. Il est une manière de penser, une manière de regarder le monde sans simplifier ses contradictions, sans rassurer inutilement. Binoche admire cette radicalité, cette exigence intellectuelle, cette volonté de faire du cinéma un espace de réflexion, pas seulement d'émotion. Même lorsqu'elle choisit des projets plus accessibles, cette influence demeure. Elle recherche toujours une dimension intérieure, une tension, une complexité. Jean-Luc Godard incarne pour elle la liberté artistique dans sa forme la plus pure. Non pas une liberté confortable, mais une liberté exigeante. Celle qui oblige à se confronter au doute. En le plaçant au sommet de cette liste, Binoche ne rend pas seulement hommage à un homme, elle rend hommage à une idée du cinéma, à une tradition de pensée qui refuse la facilité. Et peut être que, sans cette révolution silencieuse initiée par Godard, le parcours de Juliette Binoche n'aurait jamais pris cette direction. 5 noms. 5 trajectoires. 5 manières d'habiter l'art. L'art, en évoquant André Téchiné, Christophe Kieślowski, Anthony Minghella, Daniel Day-Lewis et Jean-Luc Godard, Juliette Binoche ne dresse pas une liste mondaine. Elle dessine une cartographie intérieure. Téchiné lui a donné la colonne vertébrale. Kieślowski lui a appris le silence. Minghella lui a prouvé que l'ambition pouvait rester humaine. Day-Lewis lui a montré la discipline invisible. Godard lui a rappelé que la liberté est la condition première de l'art. Ce qui frappe, c'est la cohérence.
Juliette Binoche ne respecte ni le pouvoir ni la popularité. Elle respecte la rigueur, l'indépendance, le courage de créer sans se trahir. Sa carrière apparaît alors sous un autre jour. Chaque rôle semble être une conversation silencieuse avec ses figures. Chaque choix artistique devient une manière d'honorer les leçons reçues. À une époque où le succès se mesure souvent en chiffres et en visibilité, Binoche incarne autre chose. Une fidélité à l'essentiel, une quête de vérité, une humilité devant le mystère de la création, et peut être, et cela, finalement, le plus révélateur. Les artistes que nous respectons disent toujours quelque chose de nous-mêmes. Chez Juliette Binoche, le respect n'est jamais superficiel. Il est le reflet d'une exigence intime, d'un engagement profond envers le cinéma, d'une conviction que l'art, pour rester vivant, doit rester libre.